Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour Gérard. Bonjour madame. Bon, vous venez là, mais on va rien dire nous aujourd'hui. On a deux invités. On a Thomas qui travaille à la Griffe Noire avec vous. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes le spécialiste des BD et des mangas. J'essaie, carrément. Il a un look d'ailleurs. Il a un look manga. Et puis un invité d'honneur, Luz. Moi aussi j'ai un look. Oui, vous avez un look aussi. Vous avez retrouvé votre look d'ailleurs. Vous avez un petit peu changé à un moment. Oui. Non, mais j'ai remis le t-shirt. Vous avez remis le t-shirt. J'ai arrêté les cravates. Oui, vous avez bien raison. On va parler avec vous de Testostérore. C'est un album absolument incroyable qui est paru chez Albin Michel, magnifique, qui est combien de pages? 300 pages. De conneries, 300 pages de conneries. De conneries, mais vous retrouvez, vous avez été dessinateur à Charlie Hebdo. Oui, les couleurs sont super. Vous avez été dessinateur à Charlie Hebdo, vous faisiez beaucoup de dessins de presse. C'est passé ce qui s'est passé. Et après deux albums qui revenaient un petit peu sur justement les événements de Charlie Hebdo, vous êtes passé à autre chose, une sorte de nouvelle vie de dessinateur. Oui, vous êtes revenu à ce que vous faisiez, en fait, peut-être au tout départ de la BD. Oui. Quand j'étais gamin, c'était la bande dessinée qui m'a motivé, qui motivait à dessiner. Et puis voilà, je pense que le dessin de presse, c'est presque un hasard d'une certaine manière. C'est toujours un peu un hasard pour un dessinateur, mais il y avait dans ce que je faisais à Charlie aussi plusieurs espaces pour faire de la bande dessinée, du comics, du reportage, de l'illustration. Et donc maintenant, je fais des livres qui convoquent toutes ces capacités que j'ai faites dans ce grand apprentissage de 25 ans à Charlie. Ouais, Testostérore. Alors c'est un personnage absolument détestable, Jean Pat. Oh, il n'est pas si détestable que ça. Non, il n'est pas ça. détestable, mais c'est un peu le beauf. C'est le beauf de Cabu. C'est le beauf de Cabu, mais il est amendable, lui. C'est un beauf de Cabu, mais qui tout d'un coup se découvre que finalement, il peut être un peu moins con, en fait, finalement. Alors, il est vendeur de voitures. Il est vendeur de voitures, mais il pourrait être autre chose. Il pourrait être charcutier, il pourrait être libraire à la Griffe Noire. Et tout à fait. Il pourrait être... lui, il est pas très déconstruit. Bon, c'est un mot un petit peu à la mode. Il s'est jamais trop posé de questions. La société lui pose pas trop de questions non plus. Et lui, sa passion, c'est quand même le dimanche. Ouais. Le dimanche, c'est vraiment... Parce que le dimanche, qu'est-ce qu'on fait? On boit des bières. On boit des bières. Non pas on s'astique le manche, mais c'est un petit peu ça quand même. On boit des bières, on boit du rosé, on fait la sieste, on regarde le sport à la télé. Et moi, c'est ce que faisaient finalement les hommes dans ma famille. Et vous aussi, peut-être un peu ou pas? Vous êtes un homme déconstruit? Alors moi, je suis pas un homme déconstruit, mais je suis un homme qui a jamais réussi à se construire par le sport, par exemple. En tout cas, par le sport télévisuel, ça, j'ai jamais réussi. Et j'ai jamais réussi à me construire. C'est une bonne question. J'ai jamais réussi à me construire avec les mâles qui m'entouraient. Et finalement, peut-être l'exemple que j'avais, alors ça, c'est un petit peu, ça fait presque snob de dire ça, mais mon père achetait plutôt des disques de David Bowie, par exemple. Ah ouais. Donc, quelque part... c'était pas Michel Sardou. C'était pas Michel Sardou, mais ça ne m'a pas empêché de danser sur les lacs du Connemara quand j'étais enfant. Ah ouais. Comment est venue cette idée de Testostérore, donc de cet homme qui... y a un virus qui arrive, qui frappe la planète et les hommes n'ont plus de testostérone, donc... c'est arrivé... l'idée est arrivée il y a quand même assez longtemps. C'est aussi parce que... Aussi pendant le Covid, j'ai vu des hommes... J'ai vu des mecs complètement paniqués qui tout d'un coup, dont un qui tout d'un coup a acheté, qui a fait les courses pour la première fois de sa vie. Je me suis dit que c'est un bon exemple. Pour la première fois de sa vie, il est allé au supermarché, à l'hypermarché, il a mis 3-4 masques sur le visage et il a ramené que des produits de première nécessité. Mais comme il se faisait jamais les courses, ces produits de première nécessité, c'était du saucisson, un tranche saucisson, de la bière, du rosé, des chips. Et je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est une vraie histoire. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. En fait, au fond de pas mal d'entre nous les hommes, parce que je m'inclus là-dedans, il y a
peut-être une peur panique qui fait qu'on se protège avec une espèce d'uniforme viril, d'uniforme de super-héros, qui finalement pas si à notre taille que ça. Ouais. Alors comment on le crée le personnage en BD, comment elle se construit? On demande souvent aux auteurs, est-ce que vous avez la fin avant? Est-ce que vous savez où vous allez? Comment on travaille? Je me suis posé la question parce que sur 300 pages, c'est rare d'avoir des albums. C'est pas comme dans les films. Je sais pas comment font les scénaristes, mais moi je sais que moi ce qui me manque encore maintenant, c'est des bouquins comme Pétillon savait les faire aussi, des bouquins où tout d'un coup on prend un sujet de société, puis on l'essore jusqu'au bout pour en faire quelque chose, pour en faire une espèce, pas qu'une blague, mais pour en faire un bouquin qui compte dans le moment social, dans le moment sociétal. Et c'est vrai que pour fabriquer Jean Pat, je savais pas où j'allais. Et au début, j'étais parti pour dessiner un petit peu. J'avais fait Vernon Subutex et je voulais prendre Vernon et puis le modifier. Je voulais en faire un mec de la nouvelle économie, etc. Et puis finalement, je me suis rendu compte que valait mieux que j'aille chercher dans ma famille, en fait. Qui sortait la boîte à couilles dans la famille, ça sortait la boîte à couilles pas mal. Mais alors ça vient plutôt du côté de ma meuf qui avait entendu ça dans un match de foot, qui est un parent à son fils qui disait allez maintenant faut sortir la boîte à couilles. Et je me suis dit je vais le garder ça. C'est pas mal. Il y a beaucoup de couilles dans les. Vous en non, pensez mais il y a quoi, aussi des Thomas? testicules. Il y a aussi des couilles et des testicules, c'est pas pareil? Eh bien, c'est pas pareil parce que la couille, c'est quand même, la couille, l'homme a des couilles, tandis que l'être humain a des testicules. D'accord, voilà. D'accord. Il y a des chiens aussi. Mais des chiens, c'est important. On peut pas faire une bonne bande dessinée. On peut pas faire un bon film de comics sans un chien. Maintenant, tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas, vous qui êtes spécialiste des bandes dessinées? Elle est atypique, cette bande dessinée. Superbe, j'ai hâte d'ailleurs de la lire, mais pour l'instant elle est tellement victime de son succès que je n'arrive pas à la lire. Pour l'instant, je vide mes piles aussi vite qu'elles arrivent, aussi vite elles repartent. Et donc, félicitations. Mais quelles sont les logiques d'achat? C'est-à-dire, est-ce que c'est les hommes ou les femmes qui achètent sa bande dessinée? Je pense qu'il n'y a pas de logique. Des fois, c'est un auteur, des fois, c'est l'histoire, des fois, c'est ce qu'on met en avant. Et après, il faut que ça matche avec le public. Mais là, je sais qu'à peine arrivé, c'est parti en fusée. Félicitations. Génial, merci. C'est rare d'avoir une BD qui aussi boulet de canon. Sa fiche, pardon. Non, je dis c'est moi qui ai fait sa fiche pour qu'il dise quelque chose de sympa. Non, vous me disiez que la couleur était faite à l'ordinateur. Vous travaillez comment? On pose des questions un peu naïves, mais c'est vrai. Non, mais c'est bien de parler du boulot. Comment ça se fait une bande dessinée, justement? Vous le dessinez à la main? Alors moi, je suis plutôt un homme du noir et blanc. C'est quelque chose qui me fascine, qui m'a façonné pendant pas mal d'années. Et c'est vrai que la couleur, ça arrive un peu après. Et les derniers bouquins que j'ai faits, je les ai faits au lavis, on trempe à l'encre, quelque chose où on a les doigts tout salopés, etc. Et là, je me suis dit, je vais tenter un truc, je vais essayer de voir si je peux avoir des couleurs aussi dégueulasses avec de l'ordinateur. Et justement, grâce à l'ordinateur, on peut avoir une patte un petit peu plus humaine, sans passer par l'intelligence artificielle. Ça gagne du temps ou c'est c'est aussi au niveau de temps? Ah oui, ça gagne du temps parce que si vous avez tout d'un coup, vous partez sur une couleur et puis vous dites non mais ça va pas, la gamme de couleurs de la page elle est pas réussie, vous pouvez la changer d'un clic. Et on met ça me fascine. On met combien de temps pour écrire une BD comme ça? Alors pour écrire c'est compliqué. Une fois qu'elle est terminée, il faut combien de temps? Regardez, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, cette double page qui est absolument extraordinaire. Une double page où notre héros, Jean-Patrick, se sent possédé par des hormones femelles et on voit à l'intérieur de son corps et les hormones mâles sont en panique justement par l'invasion des hormones femelles. Ça, c'est une page très... Qu'est-ce qu'elle fait ici, cette prostate? Désolée, mais j'ai la soirée jeux vidéo qui a été remplacée par écoféministe et citoyenneté. J'allais descendre des poubelles, mais j'ai oublié qu'elle saute. Enfin, c'est très drôle, puis c'est exactement chouette, un jacuzzi. C'est vraiment dans les... Je vous dis pas où le jacuzzi est placé dans l'anatomie du personnage. Dans les petits détails. Combien de temps ça prend alors? Mais oui, c'est pour ça. Au niveau dessin pur, ça m'a pris 1 an et demi. Et au niveau scénaristique, ça prend plusieurs années. Mais après, j'ai fait effectivement Vernon Subutex. Il y avait d'autres projets au milieu. Mais c'est vrai que au début, j'ai fait une 30aine de pages et qui étaient beaucoup trop sérieuse et du coup j'ai tout
tout balancer parce que ça avait plus... Parce que quelque part, il y a beaucoup trop de livres qui sortent justement sur les rapports hommes-femmes ou la virilité qui sont, informatifs. Et là, je voulais quelque chose de très caricatural parce que pour parler de la virilité, il faut aller dans la caricature. Allez, debout champion, je vous laisse découvrir qui est le champion. Oui, champion, c'est un. Alors, vous savez que dans la sexualité, dans le couple, il faut surtout pas donner un nom à son sexe. Ah, je ne savais pas. Vous savez pas, vous donnez quel nom mais spontanément. Plus. Voilà, plus. Je vous remercie. Et pourquoi? Parce que c'est un tue-l'amour. Tout d'un coup, ça voudrait dire que le sexe, que vous ramenez finalement la sexualité à un jeu d'enfant, ce qui est vraiment pas terrible pour. Elles sont pas toujours sympas, vos femmes, dans le livre. Elles sont comme dans la vie un peu. Non, mais alors je parle pas que d'un mec, je parle aussi d'une famille qui est impactée par un virus qui touche le mec. C'est-à-dire que aussi la virilité d'un homme peut avoir un impact très fort sur la famille. C'est ce qu'on a vu aussi pendant le Covid, où tout d'un coup il y avait des déflagrations liées à certaines violences domestiques. Moi, ce que j'avais envie de traiter finalement de l'ensemble des conséquences aussi de la virilité, de ce mythe de la virilité qui est essayer d'aller plus loin, plus fort, être plus puissant, être quelque part un super-héros, un surhomme. Et on se rend compte que c'est pas si simple. Moi, j'ai vu des mecs qui continuent à être le surhomme, et le surhomme, des fois, ça passe par la consommation, avoir le dernier portable, ou alors ça passe par les éclats sexuels, justement. Et je pense que les femmes, en tout cas dans les couples hétéros, ils s'en foutent. Le talent, c'est comme dans les romans. Dans les romans, il y a des livres, des romanciers qui font des thèses. Et c'est chiant comme la lune. Et là, ça donne, comme c'est notre fameuse phrase, ça donne de la légèreté à la profondeur, quoi. Oui, et là, ça n'empêchera pas le débat. Et ça donne en plus cette envie, ce plaisir de découvrir. Donc, non, je trouve que c'est. C'est vous là ou pas? J'ai cru vous reconnaître. C'est un peu moi. C'est vrai que l'adolescent gay dans l'histoire, c'est un petit peu moi. Ça ressemble à moi. Ça ressemble un petit peu au Grand Duc du Chaussée. C'est du vécu. Il y a pas mal de cabines aussi dedans dans cette BD. Ça vous manque pas du tout le dessin de presse? En même temps. Quand vous voyez l'actualité, vous avez des réflexes. Je parle pas de celle immédiate, mais. Mais disons que quand je vois l'actualité, je prends toujours des notes. Ça c'est certain. Mais en même temps, je prends j'ai pris le temps du temps. Maintenant, pour répondre à l'actualité, je me suis dit que c'est bien de réfléchir un petit peu avant. Peut-être que c'est aussi dû à cette abondance de réseaux sociaux. Moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, mais je me dis que mes likes, ils sont dans les librairies, mes followers, ils sont dans les librairies, et c'est un autre rapport, un autre ça timing. vous a jamais venu, Yannick? J'adorerais ça, de faire un journal intime. Vous savez, comme son journal intime avec ses petits BD, ses dessins chaque jour, un truc d'actualité que vous feriez paraître après. Ah, oui, quelque part j'en ai fait un journal intime, il s'appelait Catharsis, après 2015. Ouais. Et après, il y a aussi un truc, c'est que j'ai beaucoup parlé de moi, en fait, dans mes BD. J'ai aussi dans Indélébile, une bande dessinée qui parlait de de mon passage à Charlie Hebdo. Et parfois, c'est difficile de parler de soi. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup de littérature ou de bande dessinée qui parlent de soi. Et moi, j'avais envie de fiction. J'avais envie de faire un grand ouvrage de fiction, et pas forcément un ouvrage, parce que j'aurais pu faire un ouvrage sur les masculinistes, qui se serait très inspiré de ce qui existe déjà. Et en même temps, je me suis dit, merde, j'ai envie d'inventer un monde, parce que c'est dans les mondes qu'on invente qu'on est le plus libre. Et puis de rire. C'est quand même se marrer, il faut le dire. C'est qu'on se marre vraiment en lisant Testostérore, qui est paru chez Albin Michel. Luz, je vous propose de rester, parce que vous étiez comme un gamin en voyant les livres qu'a apporté Thomas, puisqu'on va parler manga et BD. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, une émission un petit peu spéciale aujourd'hui, puisqu'on a Luz avec nous pour Testostérore chez Albin Michel, l'album qui cartonne, vous nous l'avez dit, Thomas. Thomas, vous êtes le spécialiste BD de la Griffe Noire. Oui. Donc, on va vous laisser parler, nous dire un petit peu BD, manga, qu'est-ce qui marche, et ce que vous nous proposez. Je voulais vous parler du manga. C'est un phénomène qu'on a souvent tendance à qualifier de récent.
Mais en fait, le phénomène manga en France, il existe depuis des années. Il a commencé avec un personnage qu'on pense pas que j'aurais cité, mais c'est Dorothée. Dorothée, c'est vraiment elle qui a importé le manga en France. Tout le dessin animé Goldorak. Goldorak avec Récréa 2 et plus tard son passage sur TF1 avec le Club Dorothée avec Dragon Ball. Et c'est vraiment elle qui a fait exploser. Et donc ça fait des années en fait que le manga il explose en France. Et donc c'est pour ça que c'est pas un phénomène qui touche que la jeunesse. En fait, le public du manga aujourd'hui, il a entre 30 40 ans. Attendez, il touche aussi la vieillesse. Moi j'ai 51 ans. Moi je suis un fan absolu du manga. Moi je vois des bouquins là, qui sont là. Alors c'est quoi parce que là il est en transe là. Alors, qu'est-ce qu'on peut lire c'est quoi les phénomènes en ce moment des mangas? Et justement, pour parler du manga, je pense qu'il faut quand même commencer par le début. Et c'est Osamu Tezuka. Là, je voulais vous parler des 3 Adolphes, qui est un de ses récits phares, un de ses derniers récits, qui va nous placer en fait dans les JO de 36. On va avoir en fait, ça va être un thriller politique. On va avoir un journaliste qui va envoyer une lettre à son frère qui est au Japon et qui a une info comme quoi il pourra faire tomber en fait le régime nazi. Et je ne veux pas vous spoiler, mais en fait l'information c'est qu'en fait Hitler a des origines juives. Et à côté de ça, on va suivre 2 autres Adolphes. C'est pas du tout un spoiler, ça. C'est terrible. Et tout d'un coup, là, de toute façon, il y a des dépêches AFP qui sont en train de sortir. Exactement. Et en fait, à côté de ça, on va suivre 2 autres personnages, 2 autres Adolphes qui vivent au Japon. Un qui a immigré au Japon et un autre qui a la famille qui habite là-bas. Et en fait, quand ces 3 histoires vont se rencontrer, ça va donner un super polar. Et pour moi, c'est une des œuvres emblématiques du polar. Osamu Tezuka, c'est vraiment un gars à découvrir parce que sans lui, en fait, il n'y aurait pas de manga comme on le connaît maintenant. En quoi c'est un manga et pas une BD? C'est quoi la différence? Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence dans un certain sens. Parce que ça veut dire bande dessinée il y a 3 piliers, on va dire. Manga, c'est parce que ce sont des Japonais? Exactement. En fait, il y a 3 grands piliers dans la bande dessinée. Ça se lit à l'envers. Exactement. C'est dans le style de lecture japonais. Il y a 3 grands piliers dans la bande dessinée. Il va y avoir la bande dessinée américaine, il va y avoir la bande dessinée européenne, franco-belge, et le Japon. D'accord. Et c'est quoi là et alors en vert, c'est quoi le gros? Alors ça, c'est Ping Pong de Taiyo Matsumoto. Ping Pong de Tatsuya, vous connaissez? Oui, je connais. C'est un des meilleurs. C'est probablement le meilleur manga sur le sport que je connaisse, parce que le style, il est dynamique. C'est beau. La bande, c'est très 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 beau. Matsumoto, il a fait d'autres mangas, mais celui-ci, c'est quand même plus de 2000 pages, quoi, à peu près. Exactement, c'est en 2000 2 tomes. pages sur un combat de ping-pong entre deux amis, 2 amis ennemis, on ne sait pas, et c'est fascinant, c'est d'une beauté. Moi, j'ai découvert le manga il n'y a pas si longtemps. C'est très beau. C'est des beaux beau. livres. Moi, je ne connaissais pas du tout. Donc, il s'appelle Taiyo Matsumoto. Exactement, c'est aux éditions Delcourt. On évite avec Gérard en général les noms qu'on n'arrive pas à prononcer. Et c'est un vrai. En plus, c'est un manga hyper intéressant sur le sport parce que c'est sur l'opposition. D'accord. On va avoir un jeune hyper talentueux mais qui est pas très travailleur, et avec à côté de ça un jeune qui développe son talent, qui travaille beaucoup, et ça va être vraiment l'opposition de ces 2 amis. Et c'est vraiment, moi je me rapprocherais presque du roman graphique, parce qu'on a tendance à penser c'est vraiment ça. Et c'est vraiment magnifique. Alors qu'est-ce que vous avez apporté encore? On va rester sur le sport. Et je vais encore vous parler d'un pilier du manga, Ashita no Joe. Ah oui, Tu connais? Alors bon, on m'a dit que c'était bien, mais je n'ai toujours pas lu. Et en fait, ça se rapporte, je trouve que ça ressemble à Pif Gadget. Mais justement, en fait, toute cette période-là dans le manga, en fait, était beaucoup inspiré de Walt Disney. Ah oui. La première grande inspiration des mangas, c'est Walt Disney, avec les grands yeux et tout ça. C'est de ça qu'ils se sont inspirés. Et Ashita no Joe, en fait, c'est le précurseur d'un style de manga qu'on appelle le shonen, où on va avoir un jeune garçon qui se développe, et c'est aussi un des premiers mangas social. D'accord. Assez rare d'avoir une œuvre très clivée à gauche. Mais qui dit social dit pas chiant. Ouais. Parce qu'il y a des gens, quand ils entendent social, ils se tirent, mais non. Et ça a tellement marqué le peuple japonais qu'au bout d'un moment, quand on va avoir un personnage va mourir, il y a eu des hommages au Japon. Il y a des gens qui se sont réunis pour lui rendre hommage. Quand la faction Armée Rouge avait fait des enlèvements au Japon, il s'était revendiqué d'Ashita no Joe. Et il y a une grande importance à ce manga. C'est pour quel âge? Ashita no Joe, on peut l'adresser à partir de 11 ans. Jeune adulte, comme on dit. Les jeunes adultes de la faction Armée Rouge. Voilà. Exactement. Ensuite, alors... on va rester dans le sport d'ailleurs, et après je passerai à autre chose. Je vais vous parler de Real, de Takehiko Inoue aux éditions Kana.
les noms d'un seul coup. Oui, il est dit, il est impressionnant. Hein. Et alors, là oui, c'est une autre forme de graphisme. Exactement, et ça va avoir pour thème le handi-basket. Et c'est pas original de voir du handi-basket dans le manga. Non. Et c'est vachement bien parce que justement, en fait, c'est pas bien pensant. On peut être handicapé et méchant. J'adore. On peut être handicapé très sportif. On va parler aussi du... Exactement. Et d'ailleurs, le rival de ce manga, qui est insupportable, justement, lui va avoir un accident, il va tomber handicapé. Et justement, en fait, lui, sa victoire, alors qu'on pense que tout lui était facilement accessible, en fait, sa victoire, en fait, ça va être des petites victoires, ça va être un combat contre le handicap. C'est super beau. Lui, on n'en parle pas souvent. Effectivement, c'est beau. Hein. Mais c'est impressionnant. Les gens, il y a souvent des gens qui disent du mal des mangas, mais ils en ont jamais ouvert un. C'est vrai. C'est très très beau. Mais aussi, mais les mangas, c'est justement, ça veut dire bande dessinée. Mais du coup, il y a tout aussi. Il y a du manga très patrimonial, très années 50. Enfin, années 50. Il y a des choses très modernes, des choses très d'après photo. Il y a justement des choses très sociales. Il y a des choses très intimes. Ouais. Il y a des plus grands albums aussi. Il y a des plus grands. Ça, c'est de la BD. Oui. Ça, c'est de la BD, d'accord. Donc, on continue sur les mangas. On va faire manga. Je voulais vous parler de ça aussi, de Stop Hibari-kun. Oui. Aux éditions Lézard Noir. De Hibari-kun, Isahi Eguchi, et c'est Stop Hibari-kun. Ah, c'est déjà plus différent là. Ouais. Ça, c'est différent, ouais. Là, on se place dans un graphisme plus proche du collège Foufoufou, avec des grosses têtes, des chibis. Et moi, je trouve le thème... des chibis? Les chibis, c'est les petites grosses têtes quand ils commencent à faire un caractère où ils s'engueulent ou quand... C'est sexuel. Non, c'est comme mais il y a de la couleur là. Oui, il y a de la couleur. Oui, c'est parce que c'est une édition de luxe où on a les premières pages en couleur. Ce vaurien de Hibari a encore mis une de mes petites culottes. Exactement. Et en fait, là où c'est hyper intéressant... C'est vrai que ça te plairait. Ça m'intéresse. Et en fait, on part sur un scénario très classique de manga. On a un jeune garçon qui va vivre dans une autre famille. Il va tomber amoureux de la fille, sauf que Hibari, c'est pas une fille, c'est un garçon. Et c'est pour un manga des années 80 au Japon. C'est hyper bien audacieux, amené. Ouais. Et c'est pas... On pourrait penser qu'à l'époque, on avait des clichés au Japon. Et en fait, non, c'est très légèrement amené. Il y a plein d'humour. Et c'est passionnant de lire ce manga. Et on va parler de musique, on va parler de transidentité. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant pour un manga qui date des années 80 au Japon. D'accord. Et alors, on continue sur les mangas. Alors là, un tranche de vie. Alors dans le manga, la tranche de vie, c'est ce qu'on rapproche. C'est dans l'autre sens. Gérard qui aime les belles couvertures, c'est dans l'autre sens. Ouais, d'accord. Ouais. Ah oui. C'est tout jaune. Alors là, celui-là, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors déjà, l'auteur, Inyo Asano, c'est le maître. C'est un auteur absolument sensationnel. Luz, ouais. Ah oui, moi je suis un petit peu ce qu'il fait. Alors, on va parler de Bonne Poun Poun, mais en dehors de ça, c'est un auteur qui parle beaucoup de l'adolescence, de l'enfance, de l'adolescence, et qui en parle avec quelque chose de très très juste, quelque chose qu'on lit jamais, avec quelque chose parfois de très cru. Il y a deux albums sur la fille de la plage qui sont probablement parmi pour moi les chefs-d'œuvre absolus de l'adolescence dessinée. Et Poun Poun, je vous laisse continuer parce que moi, je ne suis pas. Mais Luz, vous lisez beaucoup de BD? Vous lisez. C'est relativement récent que j'en lise vraiment beaucoup. Je pense que j'ai découvert le manga il y a pas si longtemps, hein, je dois reconnaître, il y a 5-6 ans. Et j'ai vu aussi, ça a ouvert un champ graphique qui était assez. Que je connaissais pas. Et aussi que je trouve particulièrement inventif, mais aussi je lis aussi un petit peu de comics. Alors, pour le coup, voilà, je navigue entre les Américains, les Japonais, et voilà, je suis dans le Pacifique en question BD. Ouais. Ça, c'est plutôt l'enfance. C'est plutôt l'enfance. En fait, on va aller. J'arrête de prendre votre place. Il n'y a pas de problème. En fait, on va aller de l'enfance de Poun Poun jusqu'à l'âge adulte. Et dans un style très graphique, hyper réaliste, sauf en fait Poun Poun et sa famille, qui sont représentés en fait par un oiseau. Et c'est en fait ça la force de ce qu'a fait Asano, parce qu'en fait cet oiseau, en fait personne ne le voit comme un oiseau, tout le monde le voit comme un humain, mais c'est vraiment adressé au lecteur. Et par cet graphisme d'oiseau, on va se rendre compte en fait de ses sentiments. D'accord. Mais c'est quel âge ça? Ça c'est plutôt adolescent plus, parce que c'est des thèmes un peu graves qui sont abordés. 14-15 ans? Ouais, même 16. Ah oui. Et il faut être de bonne humeur quand on le lit d'ailleurs. Et c'est un graphisme ultra réaliste. C'est aussi là où c'est intéressant, c'est de mettre à l'intérieur deux graphismes différents. Et Asano, c'est peut-être un des précurseurs
de ce qu'on pourrait appeler une espèce d'hyper-réalisme dans le manga depuis pas mal d'années. Ouais. Et puis on va finir, il nous reste plus beaucoup de temps sur le manga. Ouais. On va parler de mon petit chouchou à moi, Vinland Saga. Bah oui, moi aussi. Non, je connais pas. Nous, on découvre. Alors, pourquoi c'est votre chouchou? C'est beau. Hein. Parce alors le thème abordé, c'est les invasions vikings. Et en fait, c'est surtout, je trouve que ça colle pas mal à l'actualité. C'est que le père du héros lui explique qu'en fait, qu'on n'a pas d'ennemis. Et en fait, il va être en guerre tout le temps. Et en fait, ça va être vraiment la voix du guerrier, mais aussi la voix de la paix. Et en fait, pendant tout ce manga, on va découvrir qu'en fait, le seul ennemi qu'on a, c'est soi-même. Et c'est un très beau manga qui est violent graphiquement. Et après, ce sera plus simple et plus dans le style de Tranche de vie de Bonne Nuit Poun Poun. Mais c'est vraiment un de mes grands coups de cœur. C'est hyper intelligent et c'est dans notre quotidien où les conflits sont permanents, il faut lire Vinland Saga parce que justement, ça nous apprend qu'on n'a pas d'ennemis à part soi-même et c'est super beau. Alors il est plus testiculaire que les autres, celui-là. C'est plus pour les garçons. J'ai l'impression. Testiculaire. Ce sera le mot de la fin. Merci. On rappelle votre livre Luce Testostérore chez Albin Michel, 300 pages, totalement déjanté, drôle, et puis qui dit des choses sur la masculinité. Et puis toutes les Thomas, références seront sur le site de la Griffe Noire et puis le podcast que vous pouvez évidemment réécouter. Merci à vous. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.